Alerte rouge, la République démocratique du Congo est en pleine 4e vague de Covid-19. Le nombre de cas ne fait qu'augmenter le jour au jour. Cette annonce a été faite par le professeur Jean-Jacques Mouyembe au cours d'une conférence de presse. Le coordonnateur du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie appelle la population au respect strict des gestes barrières. Les détails dans ce journal. Procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Les nouvelles révélations troublantes viennent d'être enregistrées. Le prévenu Paul Moulamboué avoue qu'il était informé de ce double assassinat. La coalition militaire RDC-Ouganda pour la paix dans l'Est requiert l'adhésion de tous les Congolais ainsi que la communauté internationale. L'annonce a été faite aujourd'hui au corps diplomatique en poste à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Une invitée dans ce journal, il s'agit de Madame Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo. Avec elle, nous allons parler de l'an 1 de CRIC. Madame Stéphanie Moutombo, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Mbombo, bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'Est du pays. Il est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce jeudi par visioconférence au sommet sur la démocratie organisé par le président des États-Unis, Joe Biden. Dans son intervention, le chef de l'État a parlé de l'expérience de la RDC sur la démocratie, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains. Kibambiso Moïsa. C'est à l'invitation du président Joe Biden que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une impérative au sommet sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains, organisé en visioconférence par les États-Unis d'Amérique. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables de la société civile et des hommes d'affaires participent à ces sommets. Les États-Unis n'ont pas tenu à s'ériger en donneurs de leçons en matière de la démocratie. Ces sommets visent le partage d'expériences avec des leaders mondiaux sur la question, a notamment précisé le président Biden dans son discours d'ouverture des assises. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été retenu parmi les intervenants au sommet de Washington sur la démocratie. Le chef de l'État a planché dans son discours sur les réformes politiques qu'il a engagées au pays, avec notamment la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés politiques à RDC, qui a connu sa première passation démocratique du pouvoir. Le président de la République a aussi relevé d'autres progrès enregistrés depuis son avènement à la magistrature suprême en matière de renforcement de la démocratie, la liberté d'expression, d'organisation de rassemblements politiques et de marche. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner sa politique de palabres africaine, du dialogue, de l'application de la justice transitionnelle et de la protection des droits de l'homme et des médias. Les sommets de Washington sur la démocratie s'étend sur 2 jours, du 9 au 10 octobre 2021. Veuillez nous excuser pour ce quelques couacs, les aléas du direct. Le Fonds monétaire international félicite le gouvernement de la RDC pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, mais aussi la gestion globale de toute l'économie. Ces félicitations sont de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, reçue en tête-à-tête hier dans la soirée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette institution de Bretton Woods soutient en outre les réformes en cours dans notre pays. Guilain Kabaloudi. Pour sa première visite sur le continent africain depuis les débuts de la Covid-19, la directrice générale du Fonds monétaire international a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée, tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents collaborateurs respectifs.
Outre le 1,5 milliard de dollars octroyés à l'RDC au titre de facilités élargies pour le crédit et le 1,4 milliard de dollars de droits des tirages spéciaux, le FMI annonce l'éventualité d'un autre appui à l'RDC, a fait savoir la patronne du FMI au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Voilà, nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. La meilleure situation de l'RDC, d'après la patronne du FMI, s'explique notamment par l'embellie des prix de matières premières. Néanmoins, quelques conseils ont été prodigués aux autorités congolaises. Un soutien supplémentaire, certainement dans les conseils prodigués, ça oui, et ça c'est en permanence. En termes financiers, nous restons sur les engagements que vous venez d'évoquer, qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, nous avons 3 ans de programme. Ça, c'est sur le programme, et donc le 1,5 lié au programme. Dans les 3 ans du programme, en fonction de l'évolution du programme, on verra ce que ça pourra donner de plus en termes de soutien financier éventuel. Après l'étape de Kinshasa, Kristalina Georgieva s'envole pour Dakar au Sénégal, le pays qui succède en février 2022 à l'RDC à la présidence en exercice de l'Union africaine. Seuls les finalistes du secondaire ayant obtenu 70% seront éligibles au test d'admission en faculté de médecine. Cette recommandation des États généraux de l'enseignement supérieur, traduite sous forme d'un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, fait polémique. Et l'honorable député Bernard Kayuma a adressé à ce sujet une question orale avec débat au ministre Moïndo Nzangi. Retour sur la plénière d'hier à l'Assemblée nationale avec Sylvie Moembo et Bernard Bodo. Un médecin mal formé est un danger pour la République. L'arrêté fixant à 70 le pourcentage de points que tout détenteur d'un diplôme d'État doit avoir obtenu pour être admis dans les facultés de médecine en République démocratique du Congo a poussé le député national Bernard Kayumba à adresser une question orale avec débat au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quelles sont les vraies raisons de cet arrêté? Pour avoir la lumière à cette question, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, était devant la représentation nationale pour éclairer leur lanterne. Dans son exposé des motifs, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Bernard Kayumba, a demandé au ministre de l'ESU l'annulation de son arrêté qui met en péril bon nombre des universités. Lors de l'économie du texte, le ministre de l'ESU a tenu informer les élus du peuple que sur les différentes facultés qui comptent la République démocratique du Congo, la faculté de médecine était dans 116 établissements, mais seuls 16 établissements ont répondu à 60% des critères du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'où la nécessité d'assainir le milieu. L'inscription en G1 a été limitée aux seules universités admises car 56 000 étudiants en médecine sont en attente de publication de la liste des établissements. Les députés nationaux se sont lancés dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga. Dans leur majorité, les députés nationaux remerciaient le ministre Moïndo Nzangi pour les éclaircissements. Rencontrant les préoccupations des députés nationaux, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a fait savoir à l'Assemblée plénière que bientôt le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire va procéder à la publication des listes des universités et instituts supérieurs qui doivent fonctionner en République démocratique du Congo. À cela s'ajoute la suppression du cycle graduat en médecine pour s'arrêter au LMD, une première en République démocratique du Congo. Et la Tanzanie, ce pays voisin, a fêté hier la fête de son indépendance et la République démocratique du Congo a été représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Pati Tondwango.
9 décembre 1961, 9 décembre 2021, la Tanzanie totalise 60 ans d'indépendance. Une fête célébrée avec pompe devant sa présidente Samia Suluhu Hassan. Invité à cette fête nationale en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Cette République fédérale de la Tanzanie, multipartite et présidentielle dans son histoire, en 1890 était établi un protectorat par la Grande-Bretagne sur l'archipel des Zanzibar, pendant que l'Allemagne régnait sur le Rwanda et le Burundi avec la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Son autonomie dans le Commonwealth, acquise grâce à la Grande-Bretagne, a renforcé les poids politiques des faits le président Julius Nyerere, père de l'indépendance, pour unifier les îles Zanzibar, Pemba et Tanganyika, devenues aujourd'hui Tanzanie. À la tête de son pays, Samia Suluhu Hassan a succédé au président John Magufuli, décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. Étaient présents à la cérémonie plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'implication de la femme dans le processus de prévention, médiation et consolidation de la paix en Afrique centrale, ce thème de la conférence de la CEAC a incité le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde lors de la clôture à appeler les pays membres à s'impliquer davantage dans la thématique de ce sommet. Encore une fois, Pati Tundwango. Clôturée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la conférence régionale sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique centrale, tenue à Kinshasa, s'est soldée par l'adoption par la société civile de cette sous-région de la déclaration sur l'implication des femmes dans le processus de prévention, de médiation et de consolidation de la paix pendant et après la période post-conflit. Cette déclaration a, selon les chefs de l'exécutif national, le mérite de réaffirmer l'engagement de la communauté sous-régionale dans la promotion de la place de la femme dans les instances de négociation et de décision. En adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional, viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements au gouvernement respectif de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Plusieurs personnalités des marques ont rehaussé de leur présence la cérémonie. La République démocratique du Congo et l'Ouganda tiennent à renforcer leur coopération militaire. Le ministre congolais de la Défense nationale Gilbert Kabanda et son homologue ougandais ont apposé leur signature aujourd'hui à Bunia au bas de cet accord, justement pour traquer les groupes armés, notamment les ADF. Junior Selemani. La République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, déterminées à mutualiser les forces pour détruire les ADF, un ennemi commun en Ituri et dans le Nord Kivu. Objectif, imposer la paix et stabiliser la région. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bunia du ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Bamulanga, qui accueilli au bas de la passerelle par le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Se confiant à la presse, le patron de la défense ougandais s'est exprimé à ce terme. Nous sommes arrivés ici et nous nous visitons en tant que frères. Et comme vous le savez, nous avons un ennemi commun. Et vous savez, quand un voisin crie, il dit « Venez au secours », on ne peut pas refuser de secourir le voisin quand il y a un problème. Pour sa part, premier vice-président de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale, Jacques Njoli appelle la population de l'Ituri à soutenir les forces armées de ces deux pays pour la neutralisation de ces ennemis de la paix. Nous allons décupler la puissance de feu. En définitive, l'objectif c'est la paix. Et la paix ne se construit pas simplement avec nos armes, la paix se construit aussi avec les armes, c'est-à-dire les prédispositions de toutes les communautés à déposer les armes, à
venir, n'est-ce pas, construire cette nation, c'est vivre ensemble qui doit constituer le soubassement de notre devenir commun. Il faut préciser que le député national et sénateur des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu multiplie des rencontres avec différentes couches sociales de Bougnan pour la vitalisation des forts actuels de l'état de siège en vue d'une victoire finale sur les groupes armés. Et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Malamoussessé, a reçu ce jeudi la députée française Françoise Dumas, présidente de la commission défense de l'Assemblée nationale française, pour harmoniser justement les vues afin de renforcer la coopération stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Regardez. Dans le souci de renforcer davantage la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République française, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Malamoussessé, a reçu ce jeudi 9 décembre 2021 au quartier général des forces armées la députée française Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale française, venue s'enquérir de la situation de FARDC et le niveau actuel de la coopération militaire franco-congolaise, accompagnée de l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, de l'attaché de défense près de l'ambassade de France, du chef de l'armée de terre français. Ils ont échangé avec le chef d'état-major général sur certaines problématiques, entre autres les risques et les menaces dans la partie est de la RDC, les difficultés que rencontre l'armée congolaise et autres. Au sortir de leurs échanges, la députée Françoise Dumas est revenue sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Mon mobile, c'était de voir comment, en tant que présidente de la commission de la défense, nous pouvions poursuivre et approfondir notre partenariat stratégique. Ce qui veut dire déjà à partir d'une analyse commune des menaces, de voir comment vous y faites face, comment elles évoluent dans la région et voir comment on pouvait travailler ensemble, continuer à travailler ensemble. Il y a déjà une relation de partenariat forte, mais je pense que nous avons désormais encore plus de choses à faire ensemble. Je ferai état auprès du gouvernement et des ministres, puisque c'est aussi en collaboration avec eux et en lien étroit avec eux que je me suis déplacée ici. Ils en feront état et je pense que nous avons aussi sur place M. l'ambassadeur qui est extrêmement attentif aussi à l'évolution de la situation. Et donc nous verrons ensemble après comment poursuivre ce partenariat et sous quelle forme. Et puis cette communication importante qui a été faite aujourd'hui au corps diplomatique par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il s'agissait de fixer les esprits sur les opérations en cours entre les armées congolaises et ougandaises contre les forces négatives dans l'est de la RDC. Edith Chala et Doris Mozotamboué. Une rencontre coutume diplomatique qui n'a pas pu avoir lieu plus tôt à cause de l'agenda très chargé du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à sa prise de fonction. La communication de ce jour au corps diplomatique en République démocratique du Congo a porté sur les soutiens tous azimuts dont doit bénéficier la mutualisation des efforts des FARDC et des UPDF dans la traque des ADF Nalu dans les provinces sous état de siège de l'Ituri et du Nord Kivu. Le passé fâcheux des années 90 hante certes les esprits, mais la lutte contre le terrorisme impose cette mutualisation des efforts entre l'Ouganda et la RDC qui ne doit aucunement être confondue avec une quelconque aliénation d'une partie du territoire national. Aussi bien en droit qu'en fait, les opérations actuelles sont amplement justifiées. Il n'y a nulle part matière ni à l'aliénation de la souveraineté de la RDC, ni à la reproduction de l'histoire des rébellions des années 90, comme d'aucuns le prétendent. Nous nous trouvons ici dans l'hypothèse parfaite de légitime défense et de menace à la paix ainsi qu'à la sécurité, non seulement des deux États, mais aussi de celle de l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale ici représentée a été sensibilisée par le gouvernement de la RDC sur les opérations en cours dans l'est du pays. À la Chambre haute du Parlement, le bureau dit n'est pas se constituant un obstacle pour que le sénateur Matata Ponyo recouvre ses immunités parlementaires. Précision faite aujourd'hui au cours de la plénière par le président Modeste Bahati Lukwebo. En réaction aux allégations du sénateur Matata Ponyo qui estime que le bureau du Sénat
serait en complicité avec la justice pour lui priver de recouvrer ses immunités. Le président du Sénat, Modeste Bahati, dit n'être pas concerné, lui et son bureau, par ces allégations. Le bureau attend être notifié par la Cour de cassation du non-lieu dont l'affaire de biens arianisés par laquelle ces humilités ont été levées par les Sénats. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit que, en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous n'étions pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser, où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens réalisés, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous, puisque le procureur, l'AG vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Et nous vous l'avons dit à l'ouverture de ce journal que nous recevons pour vous Madame Stéphanie Mbombo. Elle est présidente du parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC. Bonsoir Madame. Bonsoir. Votre parti a totalisé une année ou va totaliser une année demain, le 10 décembre. Et quelle est la vision de votre parti et quel est votre bilan? Merci beaucoup pour m'avoir invité. Notre parti a totalisé un an. Notre vision est libérale, notre vision est développement durable, évidemment, et nous avons une idéologie libérale, libéralisme et surtout économique. Nous sommes basés sur 5 piliers, dont l'éducation, l'environnement, l'état de droit et le réforme. Donc nous accompagnons la vision du chef de l'État dans ces cinq piliers. Donc c'est très important que nous puissions maintenant parler de 5 ans. Nous aurons demain à la journée de botanique de Kinshasa de 14h à 18h. Nous allons célébrer nos festivités et nous allons démontrer notre parcours. Jusqu'à là, nous avons fait beaucoup de démarches au niveau de l'entrepreneuriat, la sensibilisation, l'accompagnement de projets de jeunes, l'accompagnement de projets des femmes. Demain, par exemple, nous avons fait un lobby pour financer 100 familles congolaises à commencer un entrepreneuriat dans le domaine de vente de pain et le domaine de vente de machines qui mouent les feuilles de manioc, parce que vous savez que les feuilles de manioc peuvent régénérer
générer. Cette machine peut générer 50 000 francs congolais par jour. Donc ce sont des projets communautaires, mais aussi des projets innovants dont nous avons des jeunes des Bibois et des jeunes de Kankokolo qui innovent dans le domaine de l'énergie, de l'économie verte. Nous avons des jeunes qui ont innové dans le domaine des tables électriques, que nous faisons la promotion. C'est des gens de jeunes-là. Aussi au niveau de l'éducation, nous pensons des écoles pour émettre des livres sur l'environnement, sur l'éducation. Nous accompagnons le chef de l'État dans la gratuité. Et aussi, vraiment, nous sommes très forgés dans les réformes fiscales pour que l'entrepreneuriat soit une réalité. Parce que le système fiscal actuel n'est pas propice à l'entrepreneuriat, à la croissance économique. Nous remercions le ministre des Finances d'avoir produit ces projets de loi sur la réforme fiscale. Nous appelons à nos voeux que le parafiscal devienne un régime fiscal forfaitaire, plutôt d'avoir 200 parafiscaux qui n'encouragent pas l'entrepreneuriat. Évidemment, nous sommes représentatifs aussi au niveau des provinces. Pendant un an, nous avons atteint tous les recoins de la RDC. Nous sommes à Beni, nous sommes à Kisangani, nous sommes à Goma, dans le Katanga, dans le Bandundu, dans le Congo central, dans le Kananga, dans le Sankuru. Et demain, tous les fédéraux seront là. Mais aussi au niveau de la diaspora, nous avons des délégations qui viennent de Londres, de la Belgique, qui sont venues pour participer à cette festivité. Un an, ce n'est pas beaucoup, mais un an, c'est une année des actions non-stop que CRIC a fait et que vous allez découvrir avec nous demain ensemble au Jardin botanique de Kinshasa. Justement, un an, c'est pas beaucoup, mais vous avez fait beaucoup de choses. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Les élections approchent. Nous sommes vraiment prêts et outillés pour participer aux élections et ramener une majorité nécessaire à notre parent politique, le président de la République, pour qu'il puisse mener en bien les réformes tant attendues qu'il a promis lors de son premier quinquennat, qu'il n'a pas pu mettre en œuvre pour l'instant. Nous sommes un parti qui ne demande pas le changement, parce que nous sommes le changement. La seule façon de demander un changement, c'est de l'être soi-même. Voilà pourquoi dans le domaine de l'environnement, par exemple, qui est notre pilier, nous avons au sein de notre siège qui est en face de l'église de Notre-Dame de Lingwala, nous avons des panneaux solaires pour pallier aux coupures d'électricité. Ça nous a coûté cher, mais parce que nous voulons prêcher par l'exemple, parce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi nous le faisons. Donc nous appelons vraiment les jeunes de Kinshasa, les mamans, les papas, tous ceux qui croient au changement, qui ont une vision et qui pensent qu'il y a un parti qui peut les accompagner dans ça. CRIC est là pour vous accompagner, pour que nous puissions nous tous faire un lobby. Nous ne sommes pas un mouvement philanthropique, loin de cela, mais nous faisons des lobbies, que ce soit au niveau de l'État, au niveau international, pour que vos projets arrivent à devenir un projet viable et économique. Madame Stéphanie Mbombo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale du parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo. Merci beaucoup. Justement, après COP26, le président du Centre mondial d'adaptation a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La visite du patriarche s'inscrit dans le cadre de suivi de la conférence internationale sur le climat. Regardez. Retombée du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le président, directeur général du Centre global d'adaptation, une organisation mondiale, professeur Patrick Vergolgen, séjourne à Kinshasa, conduit auprès du président de la République Félix-Antoine par la vice-premier ministre de l'Environnement et Bazaïba. Il a la prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans en faveur de l'Afrique, le continent qui n'a pas occasionné le changement climatique, mais qui souffre d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, le tout premier du genre, sera signé avec son institution. This is my first visit, international visit, right after Glasgow. Cette visite, c'est la toute première que j'effectue juste après avoir terminé la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national et qui se basera sur la collaboration entre le GCA et la République démocratique du Congo. Et c'est un programme unique et c'est le tout premier que nous allons signer avec un gouvernement d'un pays.
Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Eh bien, c'est parce que la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais il faut à présent que les partenaires au niveau international puissent soutenir cette solution et provoquer un passage à l'échelle, agrandir cette capacité d'être une solution. Et c'est ainsi qu'avec Madame la vice-première ministre et tout à l'heure avec son Excellence le Président, nous nous sommes mis d'accord sur 4 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention concernera la transformation de l'agriculture avec l'objectif que l'agriculture fasse moins de pression sur les forêts. Le deuxième axe concerne la construction d'infrastructures dans les pays qui peuvent résister les chocs dus aux événements extrêmes causés par le changement climatique. Le troisième axe d'intervention concerne la problématique de l'emploi des jeunes, à savoir trouver des mécanismes, mettre en place des mécanismes qui permettra à ce que les jeunes trouvent des emplois basés sur la nature et qui payent mieux, qui assurent mieux leur avenir. De manière tout à fait logique, le quatrième axe d'intervention concerne les finances climatiques. C'est d'une extrême importance qu'aujourd'hui, la finance climat qu'il y a au niveau international puisse couler à flot en République démocratique du Congo. Des résolutions de l'après-COP 26 de Glasgow seront appliquées en RDC qui abritera le tout premier bureau national d'adaptation, atteste la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Après la conférence de Glasgow qui a réuni tous les pays du monde, la République démocratique du Congo est le premier pays où les résolutions vont commencer à se mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Et le premier acte, la venue des CEO d'adaptation. Deuxième acte, c'est l'installation du Bureau national de l'adaptation en République démocratique du Congo. Là, le gouvernement congolais a donné les locaux nécessaires. Dès le mois de janvier, il y a un consultant qui sera mis en place ici, qui va travailler non seulement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi avec les autres ministères sectoriels concernés. Vous avez entendu parler de l'agriculture, des finances, des infrastructures, etc., dans le cadre aussi du développement rural. Donc voilà ce que je peux vous dire, que désormais, la RDC va commencer à capter les crédits carbone qu'ils n'avaient pas captés avant, parce qu'avec GCA, nous allons avoir les données techniques nécessaires et aussi la possibilité de mettre en place les cadres légaux et aussi l'institution qui est l'autorité de régulation du marché des crédits carbone qui va désormais fonctionner en République démocratique du Congo pour canaliser tout ce qu'il y a comme besoin de ces marchés, mettre le carbone congolais dans un registre au niveau international, avoir aussi à certifier le carbone congolais, évidemment accéder à la bourse, au marché international concernant le carbone, et pourquoi pas nous amener à rehausser aussi, à revoir à la hausse le prix de la tonne de carbone qui est vendue en Afrique entre 4 et 5 dollars américains, alors qu'à l'étranger, au pays du Nord, c'est entre 69 et 100 dollars américains. On ne le dira jamais assez, les forêts de la RDC peuvent sauver le monde entier. C'est contre le réchauffement climatique. Les responsables du Centre global d'adaptation l'ont confirmé à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Cette séance de travail a été ponctuée par une projection vidéo retraçant la situation globale de la République démocratique du Congo sur le problème de changement climatique. Les hôtes du ministre de l'Environnement et du Développement durable ont expliqué les différents piliers sur lesquels ils soutiennent la RDC. Les infrastructures et l'agriculture figurent parmi ces piliers. L'Afrique ne demeure pas une victime vis-à-vis du changement climatique. Il n'est pas possible de résoudre le problème du changement climatique au niveau mondial sans l'Afrique. L'Afrique a plusieurs solutions à offrir. Et nous, au niveau du Centre global d'adaptation, notre vision, c'est de pouvoir être sûr que ces solutions sont mises en œuvre. Avec le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, qui a été endossé par les chefs d'État, et y compris le président de la République démocratique du Congo, avec son pouvoir en tant que le président de l'Union africaine,
Et c'est un programme que les Africains ont adopté et qui est aussi piloté par les Africains. Et ainsi, nous sommes maintenant sur le terrain pour nous assurer que l'Afrique a accès aux finances pour l'adaptation. La RDC a sollicité du Centre global d'adaptation l'appui à sa candidature pour l'organisation à Kinshasa de la COP27. Le CE a promis d'accompagner le gouvernement congolais dans sa politique environnementale. Journée d'échange direct au ministère de la fonction publique. Le rendez-vous a été respecté. Certains agents sont venus des provinces pour soumettre leurs doléances au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Séance tenante, le patron de l'administration publique a examiné et résolu certains dossiers dans son secteur. Cédric Kenina, Nadine Kiloso et Moké Maluma. Il assiste émerveillé à la résolution de son problème, sans protocole, sans pesanteur administrative, seul face au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. En prenant les actes de régularisation en 2019, le ministre d'État en soi a reconnu implicitement que vous étiez dans l'irrégularité. Donc s'il y a réclamation à faire, c'est à partir de 2019. Regardez son cas. Jean-Willy Moubangi, agent des carrières de l'État dans le Congo central, embauché en 1996, désactivé en 2008. Il est resté sans revenu pendant près de 13 ans, sans pour autant comprendre son péché. Les voilà, rétablis dans ses droits les plus légitimes. Il y a plusieurs ministres qui sont passés à la tête de la fonction publique. Jamais vu ce que le ministre, son Excellence, ministre Liaou est en train de faire. Vraiment, coup de chapeau au ministre Liaou. C'est comme ça que nos ancêtres et notre Dieu va le bénir, tout ce qu'il est en train de faire. À travers ces contacts de proximité, les patrons de l'administration publique brisent les barrières et accordent la parole aux plus petits des agents de l'État. Il m'a demandé d'amener le lustre déclaratif, demander au directeur de la paix de s'enquérir de la situation pour le suivi. Une tradition et une culture, point n'est besoin d'user de mots forts pour qualifier ces nouveaux vents qui soufflent au sein de l'administration publique. Et les états généraux de la communication en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu très prochainement. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias a remis les documents de base de travail auprès des membres de la commission scientifique. Jessica Basseli. L'organisation des états généraux de la communication et médias a déjà pris une vitesse croisière. Plus rien ne peut arrêter ces trains de gens en marche. Ces textes viennent de plusieurs corporations, de la société civile, des experts indépendants, de l'UNPC et du personnel scientifique. Nous les avons rassemblés pour donner aux experts, qui sont au nombre de 25, qui vont lancer la première phase de ces états généraux. En ces jeudis au cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, son directeur de cabinet, Nicolas Lianza, a procédé à la distribution de documents de base de travaux auprès de membres de la commission scientifique de ces grands rendez-vous. Ils donneront la ligne à suivre pour que lors des assises proprement dites, on travaille en plénière ainsi qu'en commission, que ces éléments, ces outils de travail soient véritablement bien structurés et orientés pour le travail. Représentant le membre de la commission scientifique, Jean-Marie Kassamba a remercié le directeur de cabinet du ministre Patrick Mouyaya Katembwe, mais aussi tout son cabinet qui travaille sur ces grands projets des états généraux de la communication et médias en RDC. Nous sommes ici l'échantillon des experts qui allons travailler effectivement sur ces documents que nous venons de recevoir. Nos collègues vont nous rejoindre parce que nous allons nous interner dans quelques heures. Ces états généraux de la communication et médias permettront de résoudre certains maux qui gangrènent la presse congolaise et donner une nouvelle direction aux médias congolais. Dire non à la corruption est un droit, mais aussi un défi pour chaque Congolais. Ces propos sont de la ministre d'État en charge de la justice prononcée lors de son message adressé à la nation à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année. On écoute Madame Rose Mutombo. Ce fléau, longtemps décrié depuis les temps immémoriaux, est à la base du sous-développement. Ayant conscience du tort que la corruption a causé à notre pays, Son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. À ce titre, je voudrais ici lui rendre les hommages le plus mérités pour la mise en place d'un climat propice et indispensable à la lutte contre la corruption. Son activisme remarquable n'est que l'expression d'une volonté politique dont avaient jadis besoin les filles et fils de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, n'est pas en reste. À cet effet, il nous interpelle tous à conjuguer les efforts, chacun dans son secteur d'activité, afin de vaincre ce fléau de corruption avec toutes ces antivaleurs qui minent l'état de droit et le développement économique de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, dire non à la corruption est un droit et un défi pour chaque Congolais. Pour ce qui est de mon ministère, nous avions organisé à Kinshasa du 19 au 23 octobre 2021 le premier état généraux de la lutte contre la corruption, dans l'objectif de poser un diagnostic sans complaisance de l'évolution de la lutte anticorruption en vue de contribuer à une diminution sensible et durable de la corruption en République démocratique du Congo. Et justement, à l'occasion de cette journée, une matinée de réflexion a été organisée aujourd'hui à l'ambassade des Pays-Bas. Les participants ont appelé à l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre la corruption dans la gestion des affaires publiques. Eric Kabamba. 2021 a été une année de sensibilisation dans la lutte contre la corruption. Il faudra maintenant passer à l'acte. Ces plaidoyers, faits en des termes tranchants et du professeur Luzolo Bambi, qui a appelé les autorités du pays de cesser de faire de la RDC un cimetière des hommes intègres. Plaidoyer fait au cours de cette journée d'interpellation organisée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Au nombre des intervenants de cette conférence organisée à l'ambassade du Pays-Bas, Augustin Kankou, membre du Global Compact, qui a réitéré l'engagement de son institution d'aider la RDC dans ses combats. C'était une occasion pour nous de lancer nos travaux, les travaux de la commission, et on n'a pas voulu passer cette journée de façon inaperçue. On a voulu associer les acteurs congolais qui luttent contre la corruption, qui sont engagés dans ce grand combat contre ce fléau qui gangrène notre société. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons pensé réunir tous nos partenaires, tous nos membres, afin d'échanger sur cette question d'actualité qu'est la corruption. La patrouille financière est une arme efficace mise en place pour lutter contre la corruption en RDC, a fait entendre l'inspecteur général de finances Jules Alingueté lors de son speech. Au terme de cette conférence, tous les participants ont plaidé pour la mise en place d'une politique efficace de bonne gestion des affaires publiques. Rebondissement dans l'affaire du meurtre de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Le prévenu Paul Mouilamboué déclare qu'il aurait été informé de ce double assassinat à travers les caméras de surveillance. Marie Kalonga. Après avoir passé 10 ans en exil, le prévenu Paul Mouilam, commissaire supérieur adjoint, est venu clamer son innocence en donnant sa version de fait à la haute cour militaire dans l'affaire du double assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Selon Paul Mouilamboué, commandant sécurité à l'inspection générale de la police, il aurait été informé de l'assassinat de Floribert Chebeya à travers les caméras de surveillance. Le chef s'excuse, ne peut pas vous recevoir ici au bureau. Il préfère vous recevoir à sa résidence. Et Chebeya était d'accord de ça. Et après, ils ont descendu. Arrivés à la réception. Et ils ne connaissent pas le fonctionnement des caméras de surveillance. Or, nous, on a mis des systèmes d'alerte. Si quelqu'un fait le mouvement prise, les caméras vont sonner. Et lorsqu'ils sont descendus, et là, j'ai aperçu dans mes caméras de surveillance, le véhicule canine qui s'approchait vers la porte à l'entrée à la réception. Et quand ils ont descendu avec Chebeya,
Ils l'ont pris brusquement. Les policiers qui étaient sous commandement du major Issa l'ont pris brusquement et les caméras ont sonné. J'ai vite fermé les bureaux. Du fait que j'ai imaginé que le véhicule est du bataillon canine, je n'étais pas allé directement au hangar. Je me suis d'abord sorti de la porte de l'autre côté pour aller au bataillon canine. Je suis arrivé là-bas, je n'ai pas trouvé le véhicule. En regardant, j'ai vu le véhicule en marche dans le hangar et je me suis rapproché. J'ai trouvé Christian Goï avec les corps de Tchébéli. Pour le ministère public, de tels aveux, le prévenu par sa déposition veut se soustraire du coup en jetant la responsabilité aux autres. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour? C'est facile de dire que je suis là, je peux travailler à tout moment, à n'importe quel je peux quitter. Mais le 1er juin, le jour où Tchébéli allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a visité, où il a été reçu, c'était le vôtre. Pour l'avocat conseil des partis civils Eli Mbikaï Mwamba, la justice doit faire son travail. La dite cause a été renvoyée au vendredi 10 septembre 2021 pour la poursuite de l'instruction. Une bande d'escrocs est tombée dans le filet de la police. 3 criminels spécialisés dans le recrutement pour le compte de la police ont été présentés ce jeudi à la presse par le porte-parole de la PNC, le commissaire supérieur principal Piro Mwanamputu. Ces inciviques ont tenté d'escroquer les autorités de la République. C'est un récit de Françoise Boula et Jean-Paul Moaï. Leur mode opératoire est classique. Ils procèdent à de faux recrutements et opèrent des affectations imaginaires, moyennant quelques billets de banque. Tout l'argent que Django récoltait, ils s'organisaient pour aller le lui remettre dans un bar. Les services de sécurité ont mis fin à cette aventure. Certaines de leurs victimes ont reçu des promesses de nomination au sein de la police. Une bande de 3 individus, dont un pasteur escroc. Monsieur que voici, le 29 novembre dernier, a déjoué toute la garde de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en prétextant qu'il était honorable député national et qu'il avait une urgence à communiquer de bouche à l'oreille à son Excellence. Il a déjà fait ses exploits avec les ministres de l'économie. Plusieurs autres objets ont été saisis lors de cette arrestation. Des fausses feuilles de route, des photos passeports, des fausses cartes de service, des tenues de policiers et des galons des officiers supérieurs. Des équipes du FMI conduites par Kristalina Georgieva ont travaillé avec celle du ministre des Finances sur les revues programmes du FMI. C'était après les tête-à-tête entre Nicolas Kazadi et Kristalina Georgieva. Edith Chala. Venue à Kinshasa en mission officielle, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a été reçue par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur l'optimisation des efforts en vue de matérialiser les clauses du programme conclu entre le FMI et la RDC. We had a very constructive discussion with the minister and his team. Nous avons eu une discussion très constructive avec le ministre sur la situation économique dans le monde, en Afrique et ici en République démocratique du Congo. Nous avons achevé la revue de notre programme et c'est opportun pour moi d'être ici à Kinshasa parce que la revue sera présentée au conseil d'administration le 15 décembre 2021. Je peux en tant que présidente du conseil donner mon point de vue pour le progrès réalisé par rapport à ce programme en termes des exigences, de la priorisation des dépenses, la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance en RDC. Good progress that we have made under the program in terms of the requirements for prioritizing spending. Ce programme avec le Fonds monétaire international prévoit plusieurs exigences, notamment la priorisation des dépenses, la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la publication de la liste des candidats retenus à l'issue du jury final de recrutement des inspecteurs des finances pour la filière des juristes, économistes et financiers. Nous avons Aongo Dembo Marshall, Amori Tamboukaenga Bonaventure, Anta Ekwe Francis, Badidike Beléchaï Jean-Pierre. La suite après ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette publication.
publication. Le secteur de l'eau et de l'électricité continue à attirer des investisseurs. Le cas des sociétés STC et MOPP qui veulent apporter leur expertise. Les responsables de ces sociétés l'ont dit au ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mwende, qui a également eu d'autres audiences. Marie Kalanga. Il a représenté la RDC à la conférence sur les énergies renouvelables et l'économie circulaire. L'élu de Kipushi, l'honorable Nanou Mbemba, a échangé avec les ministres des Ressources hydrauliques, Olivier Mwenze Moukaleng, sur les acquis de cette conférence internationale organisée en Allemagne. Ces pays de l'Europe tiennent à accompagner la République démocratique du Congo sur les questions de l'énergie. La connexion de la ville de Kipushi à une nouvelle source d'énergie telle que les photovoltaïques pour booster l'économie a également été évoquée lors de cette rencontre. On a eu l'annonce officielle de l'organisation prochaine de cette conférence à Kinshasa. Ça sera au mois de mai 2022. Kinshasa accueillera plus ou moins 71 pays pour échanger sur l'énergie renouvelable. Avec les responsables de la société STC SARL, une entreprise de droit congolais, il était question d'entrevoir un partenariat avec la Société nationale d'électricité SNEL, dont la tutelle revient au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Nous sommes venus ici au nom de STC en collaboration avec l'entreprise mixte Kengen, qui est une entreprise de droit kényan. Enfin, Olivier Mwenze Moukaleng a échangé avec Yacine Fila, fondateur de la société MOPP, qui veut apporter son expertise dans les domaines de l'eau et l'électricité. Le comité de pilotage du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises a tenu sa 3e réunion présidée par le ministre d'État, ministre des PME. Les détails avec Mireille Ndeke. La conduite du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Maître Eustache Moranzi, le membre du comité de pilotage du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, parmi lesquels le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, la ministre du genre, Gisèle Ndaya, et son collègue de la jeunesse, Yves Mbokoulou, ont évalué les rapports synthèse annuels du dit projet, présentés par le coordonnateur de l'unité de coordination du PADEMPME, Alexis Mangala, pour l'exercice 2020-2021. Il était question de passer en revue les différentes actions menées au courant de cette période avec l'appui financier de la Banque mondiale. Mention spéciale pour le soutien à l'entrepreneuriat de femmes, caractérisé par la formation à l'initiative personnelle et d'autres opportunités en faveur de la femme. Et plusieurs autres actions se focalisant sur le renforcement des capacités de PME, les tout sur une enveloppe globale de 100 millions de dollars américains. Grâce à ce projet, près de 960 jeunes ont pu avoir une subvention pour booster leur projet. Plus de 1500 femmes sont en train d'être encadrées et près de 600 PME ont reçu aussi une subvention. Et tout cela grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale. Le rapport synthèse annuel 2020-2021 étant adopté après examen, l'heure est à la présentation par le coordonnateur de l'unité de coordination du PADEMPME du PTBA pour l'exercice 2022-2023. Il y a lieu de souligner que ce projet reste focalisé sur 4 villes pilotes, à savoir Matadi, Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que la 4e vague de Covid-19 attaque déjà la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le docteur Muyembe au cours de son point de presse hebdomadaire. Le virologue congolais exhorte la population à fêter en famille et en respectant les gestes barrières et invite la population à se faire vacciner massivement pour lutter efficacement contre cet ennemi mortel. Lopez Kakuba. La 4e vague de la Covid-19 est déjà en République démocratique du Congo. Plus de 376 cas sont déjà enregistrés. Pour la première fois que toutes les zones de santé de Kinshasa ont enregistré ces cas, a annoncé le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, le mercredi 8 décembre 2021. Le seul moyen pour éviter cette 4e vague, il faut respecter les gestes barrières et se faire vacciner. Fêter également en famille pour éviter cette 4e vague, a dit le docteur Muyembe. Nous sommes en pleine 4e vague parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au jour le jour
et nous avons atteint à peu près ce qui s'est passé au début de la 3e vague avec plus de 200 cas en moyenne par jour. Et nous pensons qu'avec les menaces que nous avons actuellement de l'émergence de la souche Omicron, la situation va donc s'empirer et nous risquons d'avoir une épidémie importante de la Covid-19 dans les jours à venir. En collaboration avec la communication des risques et engagements communautaires, ce point de presse a eu lieu à l'Institut national des recherches biomédicales, INRB. Le bureau et les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante ont eu un premier échange avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Le président de la CENI, Denis Kedima, fait le point à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. Oui, cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires internationaux. Le président de la République étant lui-même le chef d'une institution, il fallait bien que nous les rencontrions. Et maintenant que nous l'avons rencontré, nous allons voir toutes les autres institutions ainsi que les parties prenantes au processus électoral et pour avoir des échanges. Et c'est ce que nous avons fait. On a eu des très bons échanges. Nous avons discuté des besoins de la CENI parce que vous savez que le processus électoral commence. Et ça a été très bien reçu par le chef de l'État. Non, le chef de l'État, il était très réceptif parce qu'effectivement, il est, comme nous l'avons dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance. Il a insisté sur le caractère, la nature indépendante de la commission électorale, et l'impartialité et faire le travail de façon professionnelle. Le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le Conseil des Nations à travers les élections. Donc il a insisté sur cela et cela rencontre justement nos propres aspirations parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles en termes de qualité et aussi en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Le train est vraiment en marche. Le train est en marche. Comme vous le savez, nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation. Nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie et les choses ne vont plus traîner. Donc, soyez prêts. Nous vous l'avions dit, une communication importante a été faite au corps diplomatique par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il s'agissait de fixer les esprits sur les opérations en cours entre les armées congolaises et ougandaises contre les forces négatives dans l'est de la RDC. Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette communication. Et avant de boucler ce journal, la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus à la sous-station Massina, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 12 décembre 2021 de 7h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après, Njili, Massina et Kimbantseke. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center de 178 et 188. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 9 décembre 2021, le département. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis à Dibelenge dans le Kassai central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, grand, sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h.